enlever vos badges, c'est plus joli à la... Vous pouvez enlever votre badge. Eric Stetter, vous êtes senior partner et directeur du département industriel chez Roland Berger. Jean-François Juéry, vous êtes vice-président d'Aubert et Duval, direction des filières d'avenir et de la stratégie. Vous êtes aussi président d'Ecotitanium, vous allez nous en parler dans quelques instants. Philippe Parsoir, vous êtes président de Freycinet Aéro. Et Lucas S, vous êtes directeur général délégué de Radial. Alors, c'est des problématiques dont on a entendu parler très tôt aujourd'hui, notamment celle du titane, et on a parlé aussi de vous, de Radial. On va y revenir. Et même la troisième problématique importante, parce que vous, Eric, quand on s'est entretenu, vous êtes là, Eric, pour préparer cette table, vous dites que l'Europe fait face à une vulnérabilité stratégique majeure en raison de sa dépendance aux composants électroniques non européens pour sa défense. C'est curieux, c'est quelque chose qu'on a entendu tout à l'heure dans la bouche de Yannick Assouad. En fait, je suis complètement d'accord avec Mme Assouad. On parle beaucoup du titane, on parle beaucoup des autres matériaux rares, le germanium, le graphite, le gallium. Mais les composants électroniques, ils sont partout. Ils sont partout dans toutes les plateformes et aussi dans tous les effecteurs. Et ils sont dans ce qui est la guerre de demain. On vient de voir dès l'air, les drones. Et quand on regarde la bill of material d'un drone, aujourd'hui, 40% du coût d'une munition rôdeuse est lié à l'électronique. Avant tout sur les aspects navigation, mais aussi sur les aspects propulsion et sur les aspects charge. Et en fait, tous ces composants électroniques, ils sont majoritairement, malheureusement, produits où ? Hors d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, l'Europe a décidé de laisser partir la production de composants électroniques en Asie. Aujourd'hui, on fabrique plus que 2% des composants électroniques mondiaux, alors qu'ils sont au cœur des systèmes militaires de demain. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai sujet de souveraineté autour de ça. On va approfondir, on va en parler, mais justement, une filière qui l'a compris, c'est celle du titane. Je me tourne vers vous, Jean-François Juéry. Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est Ecotitanium. Mais finalement c'est parti de ce qu'on a dit là aussi tout à l'heure, d'une prise de conscience accélérée par la guerre en Ukraine. La supply chain du titane, elle était fragile parce qu'elle dépendait des Russes. Alors, quelques mots sur Ecotitanium, qui a été effectivement une intuition de la famille Duval à l'origine, qui est partie du constat qu'en fait en Europe il y avait très peu de production de titane. Alors le titane, c'est un matériau qui est quand même assez récent à l'échelle de l'histoire de la métallurgie. On en fait depuis à peu près 50-60 ans. C'est un matériau qui a beaucoup d'avantages. Il est très léger, il est très résistant mécaniquement, très résistant à la corrosion, très résistant au fluage. Mais il a, je dirais, 3 inconvénients. Le premier, c'est qu'il est très difficile à élaborer et à forger. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'en faire et peu qui y sont parvenus. C'est un nombre d'acteurs vraiment très limité qui maîtrisent aujourd'hui la fabrication du titane. Deuxième inconvénient, c'est qu'il est assez polluant quand on l'élabore. Il émet beaucoup de CO2. Et puis le troisième inconvénient qu'il a, c'est que c'est un matériau qui a été principalement développé à partir des années 50-60 aux États-Unis et dans l'Union soviétique, pas en Europe. Donc à partir de ce constat, Aubert et Duval a choisi de se lancer dans le marché du titane il y a une petite dizaine d'années, en partenariat, et c'est intéressant, avec l'ADEME, donc l'État français, et puis un acteur financier régional, Crédit Agricole, qui nous ont beaucoup aidés, et qui est parti de l'idée qu'il fallait un choix technologique qui nous permette d'avoir une génération d'avance par rapport notamment à la Chine qui se lançait aussi sur le marché, d'avoir une technologie propre, qui est vraiment en termes d'émissions de CO2 très propre, on divise par 4 les émissions de CO2, donc c'est absolument majeur, et qui permettent aussi d'utiliser au maximum les chutes de titane qui sont générées par toute la supply chain, ce qui apporte évidemment de la souveraineté. Donc l'usine a commencé à produire en 2018, à peu près le pire moment pour lancer une montée en cadence, puisque le Covid est arrivé quelques trimestres après. L'usine a été fermée pendant presque 2 ans, il y a eu un plan social, donc une situation assez compliquée. Et elle a été reprise en 2023 dans le cadre de l'acquisition d'Aubert et Duval par un consortium mené par Airbus, Safran et Tikeo. Et c'est à partir de mai 2023 donc on a entrepris une remise à plat complètement de l'usine, donc des investissements, une recapitalisation, le fait de faire venir aussi des personnels, notamment des grands donneurs d'ordre, et puis la mise en place d'un système d'économie circulaire avec les clients. Je pense notamment à Airbus, qui a été absolument exemplaire, ce qui permet d'avoir des flux qui sont branchés directement de la supply chain vers les laboratoires. On va y revenir dans quelques instants. Le temps de faire un premier tour de table. Luc, quand on a échangé pour préparer cette table, alors
finalement, il y avait des choses qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Ça a été évoqué de ce que vous menez. On a dit que vous êtes une société assez unique. C'est une ETI qui reste à capital familial et qui est la seule dans votre domaine. Oui, alors d'abord, bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. Effectivement, on a évoqué la société radiale dans plusieurs cas ce matin. D'abord, c'est une ETI familiale, c'est le dernier connecticien français. Donc, on est très fiers d'être le connecticien français et une ETI qui est détenue par la famille Gattaz, donc vous connaissez notre président-directeur général, qui a une vision industrielle très forte depuis très très longtemps, qui n'était peut-être pas toujours à la mode, hein, de maintenir une solide base industrielle française tout en se développant à l'international. Pour rebondir sur le point qui a été soulevé sur l'électronique, hein, et le point qui a été évoqué ce matin sur la joint venture à laquelle on va participer avec Thales et Foxconn, qui répond complètement au sujet de souveraineté, de mondialisation. Il y a l'électronique partout, on a besoin de puces dans beaucoup de nos systèmes, mais pour la défense et l'aéronautique, on a des besoins très spécifiques d'être durcis, des besoins d'environnement sévère et des volumes faibles. Donc, et face à une désindustrialisation sur ces composants, il est indispensable pour garantir notre souveraineté de pouvoir à nouveau disposer de capacités de production françaises, européenne mais française, sur les dernières technologies. Et cette association et cette joint venture répondent totalement... vous êtes quand même obligé de vous rapprocher des Chinois de Foxconn. Oui. Parce que ça veut dire qu'on n'a plus le savoir-faire. Alors, ils apportent un savoir-faire. Il faut se rendre à l'évidence. Ce sont les leaders mondiaux. L'Asie est le leader mondial de certaines technologies. Les investissements pour se remettre à niveau sont colossaux. Et pour répondre à nos besoins, il faut être pragmatique. Donc, une association où le contrôle est maintenu par des investisseurs en majorité européens et français, un site qui sera en France et un transfert de compétences de nos partenaires qui nous permettront de mettre en place le plus rapidement possible une capacité industrielle. Eric ? Oui, je me permets de vous poser une question. En ce moment, on parle beaucoup de Nexperia, qui est un fournisseur de composants électroniques à la fois hollandais et d'actionnariat chinois. Et on a vu avec la tension entre les deux gouvernements que la Chine a interdit l'export de composants électroniques chinois, ce qui menace vraiment beaucoup l'industrie automobile dans ces dernières semaines. Est-ce que le fait d'avoir Foxconn à votre capital, ça ne vous met pas à risque par rapport à une situation géopolitique où ça se tendrait avec la Chine ? Alors, l'accord avec Foxconn est très en cours d'élaboration. On a été très prudent sur le choix de nos partenaires et sur effectivement le niveau de technologie qui va être transféré, qui est un savoir-faire plus industriel. L'objectif, alors je suis désolé de prendre beaucoup la parole sur ce sujet, c'est d'avoir, je dirais, un mini-modèle asiatique, d'une capacité industrielle agnostique qui rassemble toutes les technologies nécessaires et qui peut répondre à différents clients en garantissant une ségrégation entre les clients. Donc l'apport, c'est leur savoir-faire industriel. On s'assure bien sûr qu'aucune IP n'est détenue par des organisations autres qu'européennes ou taïwanaises, c'est clair. Et ce projet a vraiment à cœur de s'assurer de notre autonomie et notre souveraineté. Donc ces aspects d'IP, de partage, sont au cœur de nos discussions. Et c'est le point névralgique de cette JV. Mais on va voir qu'il y a justement, on va illustrer tout à l'heure cette tension. Philippe, quand on a échangé en amont de la table, vous m'avez dit en substance, on pose enfin la question de la souveraineté après 20 ans de mondialisation. Oui, la petite claque pour Corinne tout à l'heure, c'était un peu l'idée. Alors, pour présenter un peu Fraissinet, nous, on est les soutiers, le dernier maillon de la supply, c'est-à-dire les gens qui fabriquent les pièces élémentaires, tout en bas de la chaîne de valeur. Et donc, effectivement, moi, ça fait 20 ans qu'on me dit mon garçon, si tu veux un avenir, il faut vite aller t'installer dans les pays low cost. Je trouve un peu savoureux aujourd'hui qu'on nous parle de souveraineté, c'est-à-dire de rapatriement, de nationalité quasiment, Philippe, de nationalisme, je dirais même plus. Parce que je n'avais pas senti tout à fait ce discours les dernières années. Moi ça fait 30 ans donc, que je fais ce métier, ça fait 30 ans que j'explique à mes clients que non, on n'ira pas s'installer là-bas,
qu'on trouvera d'autres solutions pour être compétitif, parce que c'est notre engagement en premier. Et ça fait 30 ans qu'on déploie ce modèle. Et aujourd'hui, quand on nous dit, alors on n'est pas encore en phase de cession chez Fraissinet, et quand on nous dit ça serait bien quand même que la solution soit française derrière, j'ai envie de dire, finalement, je ne crois pas que personne puisse nous donner des leçons de nationalisme aujourd'hui. Je crois aussi qu'il faut dire que la supply, puisque finalement je suis le seul qui va pouvoir en parler aujourd'hui, même si Radial aujourd'hui est un acteur, je dirais, un fournisseur plus qu'un client. Aujourd'hui, la supply, elle est fatiguée parce qu'on vient chercher Fraissinet et ses collègues pour relever le drapeau et l'étendard à un moment où effectivement la géopolitique demanderait à ce qu'il y ait encore un pouvoir de production en France. Et puis ça fait 20 ans qu'on se fait un peu massacrer, puisqu'on a parlé beaucoup d'entreprises duales. Donc moi, je suis une entreprise duale, j'ai des clients dans le civil qui sont parfois même les mêmes que dans le militaire. Et j'ai des clients qui aujourd'hui... mes clients, je les choisis, et je suis très, très satisfait des relations que j'ai avec eux, qui sont des relations de long terme. Mais je dirais que ça fait 20 ans que nos clients nous maltraitent. Nos clients nous maltraitent contractuellement, nos clients nous maltraitent sur le partage de valeur. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire, je crois que si on veut un avenir à cette magnifique filière qui a été magnifiquement décrite ce matin, et ces enjeux aujourd'hui qui sont plus qu'économiques, ils sont stratégiques et vitaux pour notre pays, je crois qu'il faut se retourner un peu vers la soute et puis regarder un petit peu quelles sont les conditions de navigation en bas pour aller apporter un peu de partage de valeur, un peu de profondeur dans la relation. Voilà, c'est le message que je souhaitais passer aujourd'hui. Et vous estimez aussi que le repositionnement vers la défense, c'est une stratégie payante? Alors, moi, j'ai deux... Mais peut-être de court terme? D'abord, il faut savoir. Une chose, c'est que Fraissinet... parce que c'est une société à capitaux 100% familiaux également, enfin nous 100%. Et donc ça fait 30 ans qu'on réinvestit tout ce qu'on gagne. Non mais il n'y a que du sous-texte avec vous, des petites piques. Non, mais on n'a pas la même taille, on n'a pas les mêmes besoins. Ouais. Et donc nous ça fait donc 30 ans qu'on réinvestit tout ce qu'on gagne et ça nous donne une position aujourd'hui de rentabilité qui permet d'envisager des investissements. Et là, la décision d'investir effectivement massivement à notre échelle dans le domaine de la défense, il est double. Il est venu d'une première réflexion qui était nationaliste. C'est vrai que quand on lit la presse, c'est effrayant et que quand la DGA exprime des besoins à venir sur des produits, même si ce ne sont pas des produits à très forte valeur ajoutée, on va dire ça comme ça, on a envie de répondre présent. Ça c'est clair, parce que c'est dans la continuité de ce qu'on fait économiquement, parce que c'était juste du patriotisme économique que je déploie depuis 30 ans, en refusant d'aller m'installer dans les pays low cost. Et puis le deuxième axe de réflexion, il vient aussi que il y a quand même une belle opportunité de se diversifier par rapport à effectivement des conditions contractuelles qui ne sont pas toujours très équitables avec le domaine du civil. Mais rassurez-nous, ça se passe bien, Fraissinet? Ça se passe super bien. Vous venez d'ouvrir une nouvelle... on investit, on va faire une très belle... Non, j'ai écrit un instant que ça... On va construire une très belle usine entièrement solarisée. Enfin, c'est un très, très beau projet avec des unités automatisées dedans, puisque c'est un peu notre ADN. Et on les met au service de nos clients qui interviennent aujourd'hui dans le domaine de la défense, ou de prospects, puisqu'on discute avec effectivement quelques grands acteurs que je ne citerai pas là, pour fabriquer effectivement les besoins élémentaires qui sont en bas de la chaîne de valeur, mais qui je crois, doivent continuer à être produits en France. Alors on remonte en haut de la chaîne de valeur avec vous, Eric. Vous insistiez donc sur les aspects, enfin en haut pas forcément, mais sur les composants électroniques. Vous me disiez qu'il faut agir de manière proactive sur ces dépendances critiques au lieu d'attendre une crise, comme ce fut le cas pour la filière titane. Mais on voit quand même, après un démarrage délicat lié aussi aux aspects conjoncturels, qu'aujourd'hui c'est quand même en train de s'organiser, plutôt de bien s'organiser. Qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que vous étiez intéressé par le modèle de Radial, c'est pour ça que vous posez la question. Et exactement, en fait, il faut réussir à mettre sur le territoire
au moins européen, des capex de production de tous ces composants. Et malheureusement, il y a plein de composants très très différents. Et dans un système complexe, aussi complexe qu'un avion ou un drone, vous allez avoir des composants tout petits, comme les petits composants de Freycinet, qui sont peut-être un peu moins nobles, qui font moins rêver, mais qui vont autant manquer qu'un UFE, un CPU de dernière génération. Et il faut être sûr qu'on ait tout ça. Et malheureusement, quand on veut fabriquer ça en Europe, on va avoir besoin d'une chaîne de production qui va en général être sur des usines qui sont faites pour de la très 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 grande série. Pour vous donner un exemple, sur les microprocesseurs, la consommation européenne de microprocesseurs pour la défense, c'est moins d'1% de la production d'une usine de TSMC. Et donc la question, c'est que si on veut fabriquer une ligne de microprocesseurs en Europe pour servir la défense, soit on recrée un actif industriel très particulier qui va faire des composants très très chers, soit on est obligé d'en créer un qui est compétitif au niveau mondial, mais qui doit produire plein de choses pour le civil et se confronter à une compétition internationale majeure. Et donc il faut que des gens trouvent un équilibre. Là, il n'y a pas de c'est complexe ce que vous décrivez. Bah oui, et justement, nos financiers qui étaient là tout à l'heure, il y a une question d'équation économique et il y a probablement un soutien politique à avoir pour au moins amorcer la pompe. Alors revenons à la filière titane. Vous avez dit tout à l'heure que vous déployez progressivement des contrats d'économie circulaire. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous avez aussi reçu le soutien d'Airbus. Quand on a échangé, vous avez dit Airbus s'est mué en acheteur stratège. Donc là, c'est quand même, vous avez été finalement, après un début difficile, il y a une dynamique qui s'engage du fait que vous ayez aussi les reins solides avec un actionnaire. Ce que montre l'exemple d'EcoTitanium, c'est qu'en fait, il est possible pour les grands donneurs d'ordre de soutenir leur supply chain et d'avoir une vision de long terme. Alors, il ne faut pas être naïf. La guerre en Ukraine, le Covid, le fait que les frontières puissent se fermer du jour au lendemain, les tarifs douaniers, les menaces douanières, tout ça a fait un petit peu faire prendre conscience aux acheteurs que il était important d'avoir des unités de production en Europe qui soient indépendantes des soubresauts géopolitiques. Bon, néanmoins, l'histoire EcoTitanium, elle est intéressante parce que, on voit qu'il est possible de passer d'une culture d'acheteurs de supermarchés, alors j'ai rien contre les supermarchés, mais où seul le critère prix en fait est important, à une culture où on accepte d'aider au décollage d'une filière, avec les coûts qui vont évidemment derrière, mais avec une vision vraiment de moyen long terme. Donc on s'assoit un peu sur le TRI, parce qu'en fait, il en est de la question de la survie de son activité. Le titane, je rappelle, dans les derniers programmes aéronautiques, on est sur entre 10 et 14-15% du poids des aéronefs. C'est absolument majeur et c'est l'un des alliages d'aujourd'hui, mais aussi l'un des alliages de demain, puisque les avions auront de plus en plus de composites et le titane se marie très bien avec le composite, ce qui n'est pas le cas de l'aluminium. Donc il y a vraiment besoin d'avoir du titane en Europe. Bon, on en trouve dans des produits militaires, on en trouve dans le nucléaire, donc c'est vraiment très, très critique. Donc passer de la culture vraiment du prix à celle de la vision de long terme. 2, on a un écosystème public qui s'est aussi mis en branle. Donc on a été aidé via des subventions, via France 2030. On a un actionnaire qui est public, l'ADEME, donc l'État. Plus important, et c'est moins connu, il y a une dizaine d'années, l'État a pris aussi la décision de créer à Uckange, dans l'est de la France, un centre de recherche qui est fondé sur la même technologie que la nôtre, avec un petit plasma, à Netafench. Donc là aussi, ça nous a fait gagner 10 ou 15 ans sur la compréhension de la technologie et sur la maîtrise des gammes. Donc ça aussi, la puissance publique a un rôle vraiment très, très important. Le financement, un financement en fonds propres, le financement aussi bancaire. Et puis le dernier élément qu'il ne faut pas oublier, ce que disait notre ancien président Bruno Durand, Arbeit, le travail, c'est ça qui compte. Et donc avoir des équipes qui sont soudées, qui sont engagées et qui comprennent l'écosystème dans lequel elles évoluent et qui voient l'investissement des clients et des actionnaires, c'est aussi fondamental pour motiver toute l'équipe. On revient à l'échelle de Radial. Comment vous faites finalement pour résoudre cette tension fondamentale entre la demande de souveraineté et l'exigence de la compétitivité mondiale? Vous nous avez donné une piste avec finalement cette création avec Thales et Foxconn, mais pour une ETI, avec cette stratégie internationale, il y a un tiraillement. Alors 98%, vous disiez, d'actionnariat familial.
Oui, je précise. On est proche de 100%. Non, c'était pour taquiner Monsieur Parsoir. Je dirais que c'est ancré dans l'ADN de la société qui a été créée dans les années 50 pour servir deux marchés, qui étaient les télécoms, ou la communication, et la défense en même temps. Donc déjà tiraillé par des marchés qui étaient avec des contraintes très différentes, et ça a été quelque chose de maintenu dans notre stratégie et d'être multi-marché. On n'est pas en dual, on a au moins 7 marchés qu'on veut servir pour continuer à d'abord équilibrer les cycles des différents marchés, mais aussi être exposé à différentes contraintes entre l'automobile, les télécoms, le spatial, le New Space, qui est un marché totalement différent, et l'aérospace, enfin la défense et l'aéronautique civile. C'est des contraintes différentes, mais il y a des fondamentaux. Il y a une appétence pour la technologie, ce qui est dans notre ADN aussi. Et donc à nous de pouvoir maximiser cette appétence, se focaliser sur les sujets où on peut être différenciant, parce que nos concurrents font des dizaines de milliards, voire même plus que ça. Donc on arrive à réussir en se focalisant et sur ces marchés, sur la haute technologie. On a eu différentes conversations ce matin. Moi, je suis convaincu que le plus grand asset qu'on a tous, ce sont nos collaboratrices et nos collaborateurs. J'ai travaillé aux États-Unis, je suis revenu totalement décomplexé. On a les meilleurs ingénieurs. On peut faire beaucoup de choses en Europe. Ils sont fidèles, ils restent longtemps. Et ça, c'est très important dans notre technologie. Et à nous de rendre nos sociétés attractives, durables. Et avec ça, avoir une vision long terme. Et c'est l'avantage des sociétés patrimoniales, où l'horizon, c'est 5-10 ans, voire plus. Quelle technologie, sur quelle technologie on veut se focaliser. Et dans le cadre radial, on a eu cette dualité aussi de s'exposer à l'international, parce que nos marchés bougeaient. Les télécoms dans les années 2000 ont totalement migré vers l'Asie. Donc comment être dans toutes les régions du monde. Et aujourd'hui, notre challenge, c'est la régionalisation. Le Covid a accéléré des phénomènes qui étaient déjà sous-jacents, des blocs, des supply chains qui se divisent. Et donc, comment localement être réactif et se développer en se focalisant. Et enfin, pour finir, le souhait de rester en France, 80% de notre R&D est en France, d'avoir une base industrielle solide, qu'on continue à renforcer. On parle de notre projet avec Thales, mais on a aussi un gros investissement d'une nouvelle usine de traitement de surface qui n'est pas aussi noble que la microélectronique, mais qui est cruciale. Aujourd'hui, entre les matériaux, le recyclage et un traitement de surface propre, ce sont des clés pour nous d'innovation technologique. En France, pour cette usine ? En Rhône-Alpes, oui. À côté d'une autre usine à 2 km. Philippe, sur cette thématique de la souveraineté, vous préconisez une analyse des risques de perte de souveraineté, notamment en évaluant le risque géopolitique, par exemple la Chine et les matériaux rares, les risques commerciaux, comme les droits de douane américains, qu'on va dire soudains. C'est quoi votre analyse ? Par quel biais vous le prenez, vous ? Moi cette analyse de risque qu'on déploie aujourd'hui, elle est liée à nos métiers, évidemment, la matière première, bien sûr. On ne peut que suivre ce qui se passe chez Aubert & Duval et ailleurs en les encourageant et en mettant nos copeaux à disposition pour accélérer effectivement cette transformation. Ça ne suffira pas de toute façon, parce qu'on sait bien que les besoins de la supply française sont supérieurs à ce que pourra produire l'usine lorsque le processus sera stabilisé. Régulièrement, je prends des nouvelles du processus auprès d'Étienne. Et ce que je veux dire, c'est que cette analyse de risque à nous faible niveau de valeur et compte tenu de ce qu'on a déjà vécu pendant la Covid, je dirais qu'on est finalement assez fataliste. On se dit que c'est pas... bien entendu, on évalue tous les plans B qu'il pourrait y avoir en cas de nouvelle crise. Ce qui pourrait se passer du côté de Taïwan, effectivement, ce qui pourrait, je dirais, retarder, alors accélérer notre montée dans la défense, mais surtout retarder... Non, c'est un constat d'impuissance. Ou alors vous avez des facteurs d'amortissement de des cette... facteurs d'amortissement. Celui qui nous a bien servi pendant la Covid, c'est l'automatisation. Pendant un gros shutdown comme ça, les robots ne se plaignent pas et les robots ne continuent pas à être payés.
Donc ça amortit. Après On pourrait isoler chacune de vos phrases, c'est que des punchlines. Ouais. Là, vous allez vous faire des amis à la RH, mais ok. Non, parce que non. Ils font pas grève, les robots, non plus. Au contraire, non, je souscris totalement au fait que notre asset principal, c'est nos collaborateurs, et on a évité de licencier pendant la crise, et ça a été, je crois, un gros facteur clé de succès de redémarrage. Donc moi, mon analyse de risque aujourd'hui, elle est, je dirais, très orientée par ce que nous disent nos clients, parce que je crois qu'ils ont des capacités de réflexion et d'analyse qui ne sont pas les nôtres, et donc on essaye autant que faire se peut de comprendre leurs enjeux pour voir comment on arrive à y coller. Après, pour une société familiale comme celle-là, les fonds propres, c'est-à-dire la vision à plus loin, et ne jamais acheter ce dont on n'a pas besoin, parce qu'on finira par vendre ce dont on a besoin. Je veux dire, ne jamais dépenser sur un ROI inférieur à 3 ans. Tout un tas de petits réflexes fondamentaux acquis au fil des années, puisque je ne suis pas financier de formation, qui font que finalement on s'en sort pas mal, quoi, après du bon sens paysan, comme disaient d'autres. Donc cette analyse de risque, elle est que finalement on a prouvé notre résilience dans une période très difficile, et aujourd'hui on sait que les périodes difficiles vont se succéder, et on essaye d'être encore meilleur à chaque jour. Voilà. Et de nouer, ça c'est très important, des relations long terme avec nos clients, parce que c'est aussi un point dont je voulais parler rapidement. Aujourd'hui, on est en plein redémarrage sur le marché civil, et on nous dit investissez, recrutez, dimensionnez-vous, etc. Mais sur la base de contrats qui sont signés sur des périodes relativement courtes, où vous avez toujours quelqu'un qui va vous agiter une clause de compétitivité pour vous menacer contre baisse de prix de délocaliser le travail ailleurs dans le monde, je crois qu'il y a un moment, il va falloir qu'on se remette tous ensemble autour de la table avec les clients. Enfin, moi, les miens, ça va, ils me font confiance. Et pour qu'on partage du sens, pour qu'on partage de la visibilité à plus loin, et pour que ce partage nous permette de surmonter les petites mini-crises, voire grosses crises qui se présentent à nous, mais de les surmonter ensemble, et pour effectivement donner un avenir à la filière à 30 ans, c'est-à-dire l'horizon du prochain single egg de Didier. Voilà. Eric, comme solution justement par rapport à cette histoire de souveraineté, vous ne prenez pas uniquement la relocalisation, mais plutôt ce que vous appelez une souveraineté agile. Par exemple, pour concevoir des équipements militaires comme les drones, pour qu'ils soient produits sur des lignes civiles qui peuvent être facilement convertis en cas de besoin. Parce qu'un risque qu'on n'a pas encore évoqué en disant la défense, c'est quand même une opportunité intéressante qui arrive, et c'est que ce boom actuel du marché, lié à la reconstitution des stocks, c'est une stratégie qui peut s'effondrer après 2030. C'est exactement ce que vous veniez de dire. En fait, aujourd'hui, on est dans un boom militaire où on a besoin de recréer des stocks ou préparer des stocks pour un potentiel futur conflit. Sauf que on ne peut pas créer des stocks qui vont aller jusqu'au plafond, et on ne peut pas créer un outil industriel qui soit trop capacitif, puisque si, avec de la chance, et j'espère évidemment, on n'a pas de guerre, on n'aura plus de production une fois que les stocks seront vides, les stocks seront pleins. Donc la tactique, c'est de réussir à créer des objets militaires qui utilisent un appareil industriel non militaire le plus possible, de façon à ce que si une guerre se déclenche, on puisse transférer des productions vers des sites civils qui complémenteraient l'effort de guerre à grande cadence. Et ça nécessite beaucoup de changements, parce que ça veut dire qu'il faut concevoir des produits différemment, en tablant sur le fait qu'on n'aura pas des machines extrêmement performantes, qu'on n'aura pas des composants robustifiés, mais qu'on aura des composants de tout venant qui devront rentrer dans un système militaire. On va reprendre l'exemplarité de cette filière titane qui se met en marche, avec une conception dès le départ de la circularité. Je voudrais qu'on y revienne parce qu'on ne l'a pas vraiment détaillé. Expliquez-nous le principe rapidement et en quoi c'est intéressant. Et de toute façon, on s'inscrit finalement dans une durabilité. De toute façon, il n'y a pas franchement le choix. Alors, les alliages de titane sont composés principalement d'un matériau qu'on appelle l'éponge de titane, qui est du titane pur. Donc du titane, on en a partout à la surface de la planète, dans des sables ou dans des cailloux, mais il n'est jamais à l'état pur. Donc il y a un procès chimique qui est assez lourd, qui permet de purifier le titane et qui aboutit donc à ce matériau primaire. Bon, le problème, c'est que c'est assez polluant et on n'en a pas en Europe. Donc le choix qui a été fait à l'origine d'Ecotitanium, c'est de fonder l'usine sur l'économie circulaire et de retenir une technologie qui permet d'aller collecter les chutes massives et les copeaux qui sont générés par toute la supply chain. Donc pour que vous compreniez un peu ce que ça veut dire,
quand vous partez d'un lingot qui est vraiment la chimie, hein, l'alliage de base jusqu'à la pièce finale, vous avez à peu près 80% de la matière qui disparaît à chacune des étapes de la transformation. Voilà, on coupe des bouts de barre, on usine, on enlève des copeaux. Bon. Et Ecotitanium, c'est à peu près 75% de recyclage. Donc le système permet en gros de récupérer tout ce qui est généré par le supply chain, de le réenfourner. Et donc ça permet d'avoir de la souveraineté sur les 3/4 des besoins en matière première. Bon, et évidemment, ces copeaux et ces chutes massives, elles sont générées par des acteurs qui n'ont aucun lien capitalistique avec Ecotitanium et Aubert & Duval. Donc on a construit avec les donneurs d'ordre, et notamment avec Airbus, hein, qui joue un rôle très important là-dedans, des contrats d'économie circulaire, où en gros on vend de la matière avec un prix qui est, je dirais, qui tient compte de l'apport d'un avantage économique lié aux copeaux et aux massifs qu'on collecte, contre ces copeaux et ces massifs qui sont collectés chez chacun des usineurs et des forgerons. Et donc tout ça se met en place au niveau européen. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avant le Covid, vous aviez à peu près 80% des copeaux et des massifs générés en Europe qui partaient aux États-Unis. C'est-à-dire que toute la supply chain européenne, en fait, travaillait à la compétitivité des élaborateurs de titane américains. Voilà, donc c'est ça qu'on est en train de rompre avec une solution qui est 100% européenne et notamment française auvergnate. Et donc ça veut dire qu'accepter au départ que ce soit plus cher qu'un surenchérissement. De toute façon, on est dans des industries on est dans des industries de volume, donc si vous voulez, vous atteignez un bon niveau de compétitivité quand vous avez atteint un certain niveau de volume. Donc il y a toujours on appelle ça un triangle de démarrage dans le jargon. Vous avez toujours un coût de départ qu'il faut bien que quelqu'un paye d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être l'actionnaire, ça peut être le client, ça peut être un mélange des deux, ça peut être la puissance publique aussi en partie. Bon, et c'est cet équilibre-là qu'on essaie de trouver. Donc effectivement, oui, au départ, ça coûte plus cher, mais une fois que vous avez atteint votre point mort et puis que vous avez mis en place des boucles locales, hein, les copeaux ne sont pas remis bruts dans le four, ils sont nettoyés. Donc on a fait installer un processeur, donc un nettoyeur de copeaux, à proximité de l'usine. Donc lui aussi, quand il aura atteint un certain volume de nettoyage, il sera compétitif et on aura des prix qui seront tout à fait, je dirais, conformes à ce qu'on peut avoir pour des producteurs nord-américains. Pour revenir aux aspects défense avec vous, Lucas, vous m'avez dit, n'ayons pas la mémoire courte. C'est pour ça qu'il y a un équilibre à trouver entre défense et civil. Vous avez suffisamment de bouteilles pour vous souvenir du krach de 92, vous m'avez dit, et que la situation géopolitique peut être très mouvante et peut évoluer. Donc, oui. Prudence sur cette répartition civile-défense Prudence, plutôt du réalisme. On a la chance d'avoir beaucoup de visibilité avec ces deux marchés, hein, l'aéronautique civile et la défense, qui permettent d'investir. Mais je rebondis sur ce qui a été dit. On peut tous espérer que les tensions de la défense s'atténuent. On n'a pas de signe fort en ce moment. Mais dans cette période de focalisation sur ces deux marchés, pour nous, il est important de continuer à se diversifier. Ce qui nous a beaucoup aidé en dans les différentes crises, y compris pendant le Covid, ce sont les marchés qui n'étaient pas aéronautiques, justement. On était dans le test et mesure, dans l'IA même, voire aujourd'hui on regarde beaucoup le quantum, des marchés variés pour préparer l'avenir, préparer ce qui va rebondir dans 10 ans. Aujourd'hui, par exemple, on travaille beaucoup, nous, sur le quantum. C'est beaucoup de spéculation, mais c'est quelque chose qui peut exploser, et ça ne sera pas dans 5-10 ans qu'il faudra se poser les questions. Et c'est très difficile, hein, comment en même temps se focaliser sur ces deux marchés à visibilité et continuer malgré tout à faire de la diversification. C'est un effort spécifique. Mais ça veut dire que c'est là encore des choix stratégiques, parce que vous vous diversifiez, vous dites j'ai 7 marchés de front à mener, lui je pense qu'il a un potentiel à telle échéance, lui à l'autre c'est... Oui, alors... c'est difficile à mener de front, mais on regarde aussi les technologies communes. On n'est pas organisé en marché, mais plutôt en technologie, nos savoir-faire, pour se focaliser là où notre innovation, nos savoir-faire sont les plus valorisés, et prendre des risques, se lancer sur des projets à faible TRL, faire de la recherche. Et en France, on est bien accompagné pour anticiper. Pour anticiper les prochains rebonds, les prochaines fluctuations. Je me tourne vers vous, Monsieur Parsoir. Ça va ? Ouais, parce que je voyais un peu concentré. Je vais vous relancer. Alors, vous m'avez dit, si vous voulez avoir des fournisseurs qui investissent et qui, du coup, renforcent l'offre France, il faut arrêter de leur taper dessus. Oui, c'est ce que j'ai introduit tout à l'heure. Je crois que
y a un certain nombre de faits qui sont avérés, qui ne sont pas forcément tous mis en lumière, qui font qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la supply chain, c'est une servitude chain, en quelque sorte. Alors, je parle de notre niveau à nous, hein, parce que nous on est taillable, corvéable et remplaçable à merci, donc il faut vivre avec ça. Mais pourquoi ne pas évoluer sur des produits à plus haute valeur ajoutée Parce que là, on dirait le petit chose ou le mal-aimé, quoi. J'avais envie de défendre un petit peu, cette vision-là de la supply, parce que, bien entendu, chacun d'entre nous, mes collègues et moi, on essaye de se battre et d'innover, et de proposer des choses. Et nous, on a une stratégie d'intégration verticale, par exemple, aujourd'hui, qui nous permet de nous différencier un petit peu, mais c'est notre choix. Ce que je veux dire, c'est que sur certains marchés, et moi je comprends très bien que la compétitivité dans l'aérospace civil soit mondiale, sur certains marchés on a l'impression que c'est presque mieux d'aller produire loin ce qu'on pourrait avoir ici, et je trouve que le travail n'a pas été fait de mettre sur un pied d'égalité l'offre France, je parle de mon métier, avec des offres plus lointaines. Je crois, la filière a eu l'occasion de se saisir il y a quelques années, suite à la signature d'une charte par le GIFAS du sujet du coût total de possession, et la filière a laissé passer cette opportunité. Je trouve ça dommage. C'est tout ce genre de petites choses qui, si vous voulez, qui aujourd'hui font que voilà, on se dit que pour continuer à investir, pour continuer et pour relever ce challenge qui est un challenge donc européen, on va placer ça au niveau du continent, de défense de nos valeurs et de nos libertés. Je crois que pour donner envie à des gens comme nous d'y aller, il faut un peu plus de reconnaissance. Voilà. Il faut partager un peu plus la valeur, la vision, les choses comme ça. Le GIFAS fait un très bon travail sur toute l'organisation industrielle, sur les outils de robustesse industrielle, de défense cyber, etc. Mais je trouve que sur l'aspect de la relation purement commerciale et voire affective, stratégico-affective qu'il devrait y avoir, je trouve que rien n'est fait. Voilà. Et si je pouvais aujourd'hui... La relation stratégico-affective, voilà, c'est pas mal, ça. Si je pouvais relancer aujourd'hui c'est-à-dire que l'humain reste important, hein, monsieur Robot. Ah, mais alors pour nous, ça a toujours été... Ah non, mais attendez, les robots, c'est un outil. Oui, je vous taquine. Oui, vous pouvez. Je ne vous raterai pas. Ce que je veux dire, c'est que... J'en doute pas une seconde. Si aujourd'hui, par exemple, la filière pouvait se réinterroger par ce besoin d'indépendance et d'indépendance stratégique sur, finalement, on a besoin de tout le monde, et est-ce qu'on pourrait redonner du sens à une collaboration vraiment complète avec tous les maillons de la chaîne. Je pense que ça serait une belle opportunité de préparer notre avenir et l'avenir des programmes aéronautiques, y compris civils, sur les prochaines années, les prochaines décennies. Voilà. Je trouve qu'il y a peut-être là un moment de réflexion. On se dit, tiens, finalement, on a besoin d'eux. C'est pas idiot qu'ils investissent et qu'ils aient envie de mettre leurs sous, durement gagnés, pour participer à cet effort collectif. Et regardons-les de plus près et regardons un peu comment on pourrait les aider à y croire un peu plus, à avoir un peu plus envie d'être là encore dans 20 ans. Et de ne pas forcément céder à des sirènes étrangères en cas de cession de transmission. Parfois, on n'a pas le choix. On l'a vu à la table. Oui. Si on vous apporte un bon gros paquet de fric. Je le prends. Bien sûr. Voilà. On est d'accord. Je vais laisser le mot de la fin à Eric. Vous allez nous faire une petite synthèse de ce qui s'est dit. Non, votre analyse sur... En fait, moi je pense que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un sujet de souveraineté. On a parlé de 3 sujets. On a parlé de l'électronique, et que ce soit à travers nos 2 témoignages sur comment on fait pour sécuriser une filière avec des enjeux de montée en volume qui ne sont pas toujours évidents à gérer compte tenu des incertitudes à venir. On a parlé de la circularité, qui est un sujet éminemment complexe techniquement et aussi qui nécessite une maîtrise contractuelle sophistiquée pour être sûr que la boucle retour soit bien mise en œuvre et que les matières ne repartent pas alors que vous avez financé votre outil industriel. Et on parle de la relation entre les grands donneurs d'ordre et les plus petites entreprises qui peuvent soit pousser à aller vers plus de pays low cost, voire sortir d'Europe, soit rester dans notre territoire. Pour moi, le mot de la fin, c'est que tout ça veut dire qu'on a besoin d'intelligence et qu'on a besoin d'un alignement politique, grand donneur d'ordre industriel. Et que moi, je pense qu'il faut qu'on
qu'on aille très haut, qu'on le prenne vraiment par le haut et par le systématique, enfin le systémisme, parce que si on attend d'avoir des problèmes, ce sera trop tard. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de la conférence d'il y a un an. Il y a un an, on était sur cette estrade tous ensemble et on se posait la question de la Comac. Et il y a un an, on n'était pas tous sûrs que la Comac était un ennemi, ou en tout cas un concurrent pour Airbus. J'ai entendu aujourd'hui Didier qui disait bah, si, la Comac est clairement un concurrent. Moi, enfin, en tout cas, nous, chez Roland Berger, on pense aussi que la Comac est un concurrent. Et je pense qu'on a laissé la Comac se créer, parce qu'on a finalement, nous, les Européens, aidé la Comac technologiquement à progresser. Comme il y a 30 ans ou 40 ans, on avait aidé l'industrie automobile à armer les Chinois qui sont aujourd'hui en train d'arriver extrêmement fortement en Europe. Et du coup, moi, mon message très personnel, c'est que non seulement il faut avoir ce type d'événement, mais il faut avoir une vision longue, structurée, pour créer une défense forte de l'industrie européenne. Et que sinon, en fait, ce qui s'est passé dans l'auto va se passer en aéronautique et défense. Merci à tous les quatre pour la qualité de vos interventions. On vous applaudit avec chaleur. C'était très intéressant, messieurs. Je vous laisse regagner vos places et j'invite sur scène pour notre séquence « Comment gérer les incertitudes de la supply chain » notre invité Sébastien Chaussois.